est pile dans les 30 minutes avec les questions. Merci Alain. Allez, on va passer à la dernière intervention de l'après-midi. Nous accueillons deux ingénieurs de l'ITEPMAI, Sarah Neuville et Laurent Couston, qui vont nous parler des méthodes alternatives. On est dans un contexte de réduction d'intrants. La mise en œuvre des méthodes alternatives n'est pas forcément quelque chose de simple. Comment les détecter, les mettre au point, puis accompagner ensuite leur utilisation chez les agriculteurs, ça va être l'objet de l'intervention. À vous, 20 minutes. Merci. Donc c'est la dernière ligne droite, mais nous on va plutôt vous parler de virage en fait. Donc parce que depuis quelques années maintenant, l'Institut a amorcé un virage alternatif, c'est-à-dire qu'il intègre de plus en plus dans son programme d'activité des méthodes qui doivent permettre de limiter le recours aux intrants de synthèse. Donc le plan de la présentation, je vais vous poser le cadre. Sarah vous présentera un travail de veille transfilière commencé depuis 2011. Je reviendrai un petit peu sur ce qui se fait au niveau expérimental dans les parcelles. Et enfin, puisque dès aujourd'hui, il faut préparer la pamiculture de demain, Sarah vous présentera les pistes réflexives que l'on a à l'Institut. Donc pour poser le cadre, historiquement, nous, au niveau du pôle agronomique à l'ITEPMAI, on a deux thèmes principaux qui sont la sélection et l'amélioration variétale, notamment sur des critères de productivité, et l'optimisation des itinéraires de culture, avec un très gros volet sur la protection phytosanitaire, un très gros travail notamment sur les herbicides, et dans une moindre mesure, un travail sur la fertilisation des cultures. Tout cela pour avoir des pamiculteurs toujours compétitifs et qui soient le mieux placés possible. Malheureusement, ce système merveilleux commence à toucher un petit peu des limites, notamment du fait d'avoir des cultures mineures. On a peu de matière active et du coup un fort risque d'apparition de résistance. On a une législation sur les résidus qui vient de se durcir pour les usages orphelins. Et enfin, on a l'émergence de nouvelles maladies qui mettent en péril certaines productions. Je pense là au milieu du basilic et puis au dépérissement de la lavande et du lavandin. À côté de cela, on l'a eu depuis ce matin, on y revient, on a une explosion du coût énergétique qui fait flamber le prix des intrants. Et enfin, un cadre réglementaire qui tend à pousser vers le produire mieux et plus avec toujours moins. On risque donc de perdre un petit peu niveau compétitivité. Donc, c'est tout naturellement que pour nous, lors des commissions interprofessionnelles de programmation, on nous a demandé de plus en plus de travailler sur les méthodes alternatives. Ces commissions sont en fait le reflet des besoins à la fois des producteurs et des préoccupations des industriels. Cette demande a été confirmée lors d'une enquête quinquennale qui est pour nous, en fait, nous donne la prospective de travail justement pour les 15 ans à venir. Et ce besoin en méthode alternative, en fait, il s'explique par deux choses. Tout d'abord, les besoins en agriculture biologique, parce que l'agriculture biologique représente 13% des surfaces cultivées en PAM et concerne 40% des exploitations agricoles. C'est donc tout naturellement que nos producteurs bio, avec des surfaces qui augmentent, ont besoin de solutions de désherbage alternatifs, qui reste le problème numéro 1 pour eux, mais aussi trouver des produits alternatifs qui leur permettent de lutter contre les maladies et les ravageurs. Et le besoin en méthode alternative émane aussi parce qu'on est en train de toucher du doigt certaines limites avec le système conventionnel. Et pour illustrer cela, on va prendre l'exemple du dépérissement de la lavande, donc qui est induit par le phytoplasme du sol mûr transmis par une petite cicadelle qui s'appelle Hyalestes obsoletus. Classiquement, en fait, voilà le cycle. Après 18 mois après la plantation de la culture, elle entrait en production et le producteur pouvait à peu près espérer 8 à 10 bonnes récoltes. Actuellement, en zone très dépérissante, ce ne sont plus qu'une seule à 3 petites récoltes qui vont être effectuées. Et dans les cas les plus dramatiques, on va dire que la plantation n'est même plus amortie. Tout ceci dans un contexte où, malheureusement, certains ont mis tous leurs œufs dans le même panier. Et il y a eu une hyper-spécialisation de certaines exploitations sur la culture de lavande et de lavandin. Et on se rend compte qu'avec les solutions actuelles, en fait, on n'est pas capable de répondre à cette maladie. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de traitement insecticide possible, tous les stades larvaires de l'insecte se faisant dans le sol, et l'adulte émergeant au moment de la floraison de la lavande, avec une présence massive d'abeilles. Donc je ne suis pas sûr que nos collègues apiculteurs soient très contents si on sort du karaté à ce moment-là.
Et dans les cas les plus extrêmes aussi, on n'a plus aucune tolérance variétale sous forte pression. C'est donc tout naturellement, c'est notre formule à nous, ça, qu'on va avoir cette équation, limite du système conventionnel d'un côté, plus besoin en AB de l'autre côté. Ça nous donne des solutions à trouver, et donc c'est pour ça qu'on a amorcé le virage alternatif. La première des stratégies, c'est Sarah qui va vous la présenter. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme le disait Laurent, il y a une demande de plus en plus forte pour les méthodes alternatives. Et le premier travail à réaliser avant toute expérimentation, c'est bien sûr de faire une veille bibliographique. Donc avant que j'oublie, on vous a mis un exemplaire de cette veille, l'exemplaire de décembre 2013 dans la pochette. Voilà. Donc vous pourrez retrouver ça et la feuilleter tranquillement. Donc on va commencer sur pourquoi, enfin d'où est venue cette idée de faire une veille sur les méthodes alternatives en protection des cultures. C'est tout simplement, donc en dehors des publications qu'a déjà pu faire l'ITEPMAI sur le sujet, effectivement il y a énormément de publications, que ce soit dans les différentes filières ou dans les différents pays. Mais on s'est rendu compte que ces publications étaient très spécialisées, à la fois par filière ou alors par sujet un peu moins large que les méthodes alternatives. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'il nous fallait un outil commun, un outil transfilière, et c'est comme ça qu'en 2011 est née cette idée de faire une veille sur les méthodes alternatives. Alors la veille, comment on la réalise ? Le premier travail qu'on a engagé, ça a été de faire un plan de veille avec les tout premiers partenaires du projet. Ce plan de veille nous a permis de classer les informations dans les différentes composantes des méthodes alternatives. La première, c'est la prophylaxie et les mesures préventives, qui comprennent tout ce qui est travail du sol, rotation, culture associée. La deuxième, c'est les moyens de lutte, avec les solutions mécaniques, la protection biologique intégrée ou encore les produits naturels en protection des cultures. On a ensuite lutte génétique et variétés résistantes, colloques et ouvrages, tout ce qui est manifestation et formation, une veille réglementation et sécurité, une veille économique et politique, et un sommaire de revues qui reprend plutôt des revues scientifiques qui traitent du sujet. La veille, qui est-ce qui la réalise ? Donc on a pas mal de partenaires sur cette veille, voilà, dont vous pouvez retrouver les logos. Donc je rappelle que c'est une veille transfilière, et les partenaires sont surtout pour l'instant des instituts techniques et des organismes de recherche et de formation, et j'en profite pour faire un petit peu de publicité. S'il y a des organismes dans la salle qui souhaitent participer à la veille, voilà, le nombre n'est pas limité. Donc vous avez les adresses mail à la fin de la veille pour pouvoir nous écrire. Donc les organismes, ils contribuent à la veille, ils envoient des informations. L'ITEPMAI centralise toutes les informations. Comme dans tout projet, il y a des financeurs, le ministère de l'Agriculture, la région des Pays de la Loire et Cher, qui est le fonds de dotation pour le soutien à la recherche sur les PAM. Et puis l'ITEPMAI, une fois qu'elle a récupéré toutes ces informations des différentes filières et de la filière PAM, évidemment, édite le bulletin trimestriel et le diffuse dans sa liste de diffusion. Et après, les autres partenaires les diffusent également. Et enfin, une dernière question pour cette veille, c'est la veille 8 mai. Alors, derrière cette question, la question qui se cache, c'est qu'est-ce qui intéresse les lecteurs ? Il faut savoir qu'à la fin de l'année 2012, on a réalisé une enquête de satisfaction pour ce bulletin sur les méthodes alternatives, et qu'une des questions posées, c'était de savoir l'intérêt des lecteurs pour les différentes rubriques. Donc voilà les points qui sont ressortis comme étant les plus intéressants pour les lecteurs. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant ce travail, à la fois en comparant cette enquête de satisfaction et les résultats, et l'enquête quinquennale dont vous parlez, Laurent, juste avant, on s'est rendu compte que finalement, les choses qui intéressaient les lecteurs et les axes de travail demandés par les adhérents étaient finalement les mêmes choses, à savoir les solutions mécaniques, désherbage mécanique et les recherches de produits alternatifs. Donc voilà, tout ça pour vous. Laurent va vous parler des travaux de l'ITEPMAI et du réseau qui ont été réalisés dans ces 5 bulles, justement. Donc c'est des travaux qui sont pour beaucoup très neufs ou d'autres plus anciens. Mais avant tout, je tiens à préciser qu'on travaille en réseau, c'est très important. On a 2 organismes adossés à l'ITEPMAI qui sont le CRIEPAM, un centre d'expérimentation basé à Manosque,
dont la particularité d'avoir développé des compétences, notamment en machinisme, et puis en devenir post-récolte des PAM, à savoir le séchage et la distillation, mais aussi le conservatoire de Milly-la-Forêt, qui est notre banque génétique, où on va aller se piocher pour tout programme en fait, de création variétale. On a des fois aussi des chambres d'agriculture qui viennent nous épauler, notamment la chambre de la Drôme et la chambre du Vaucluse. L'importance de travailler en réseau. Donc les moyens de lutte, on va attaquer par celui qui pose le plus de problèmes, notamment en bio, c'est le désherbage mécanique. Là, les collègues du CRIEPAM ont développé une bineuse automatisée qui est capable en fait de se caler toute seule sur le rang grâce à un système de capteurs, mais aussi de travailler entre les plantes grâce à 2 lames qui vont venir s'ouvrir et se fermer par un autre jeu de capteurs qui va suivre l'avancement du tracteur. Pour aller toujours plus loin dans l'automatisation, on va passer à la robotisation. Et on a pu accueillir chez nous, dans le sud-est, un petit robot qui s'appelle Oz, développé par la société Nayo Technologies. En fait, c'est un petit porte-outil capable de traîner n'importe quel outil de désherbage et qui va travailler tout seul, en toute autonomie. Et une fois qu'il n'y aura plus de batterie, en fait, il va vous envoyer un petit SMS pour dire « venez me chercher » et puis on recharge et c'est reparti. Il faut savoir que Nayo Technologies sont présents au Cival si vous voulez avoir un petit peu plus de renseignements. Au niveau des produits alternatifs, l'Institut travaille dessus depuis plus d'une dizaine d'années maintenant pour faire des screenings, notamment beaucoup en SDN et SDP. Malheureusement, après plus d'une quinzaine de produits testés, il n'y en a aucun qui a montré une efficacité suffisante pour être proposé aux producteurs en plein champ. On continue quand même de travailler, et notamment toujours dans l'optique du dépérissement de la lavande, sur un produit qui s'appelle l'argile kaolinite, en fait, et qui servirait de barrière contre la cicadelle. Donc ça, c'est les collègues du CRIEPAM qui ont beaucoup travaillé dessus, et après des résultats très encourageants en station, pour le moment, ça décroche un petit peu chez les producteurs, mais on pense qu'il faut vraiment améliorer les qualités de pulvérisation. Encore une fois, il faut sortir du fait qu'on n'est plus dans un produit phyto, on est dans un produit alternatif, et il faut aussi que les producteurs se mettent dans une autre optique. Là, notamment pour l'argile, en étant plus des agriculteurs, mais des peintres. Il faut vraiment peindre la culture. 2 mots sur des programmes en cours que sont Green Protect, qui sont en fait un screening de biocides naturels dans le but non toxique pour l'homme et l'environnement, dans le but après de développer des produits naturels homologués. Et puis, on va lancer cette année un programme de protection biologique intégrée contre le TRIPS de la ciboulette. Et vu les fortes qualités de l'intervenant précédent, je pense qu'on va sûrement vous demander de nous épauler un petit peu là-dessus. Ensuite, tout ce qui est mesures préventives et prophylaxie, là, je vais plus vous présenter des essais qui ont déjà été faits dans le cadre de l'agriculture biologique. Ça fait un petit moment qu'on travaille dessus. Et sur lesquels on va s'épauler sûrement pour recommencer un nouveau cycle en fait actuellement. Donc on a fait des essais paillage à l'époque pour tester un petit peu les différents paillages biodégradables qu'on avait sur le marché, tester leurs avantages et leurs inconvénients. On avait fait des essais d'engrais verts sur culture de lavande, donc implantation en fin d'été et puis destruction en fin d'hiver pour avoir un couvert végétal tout l'hiver. Et puis on avait fait des essais sur une méthode culturale de butage en fait pour lutter contre la cécidomie de la lavande et du lavandin, malheureusement sans aucune efficacité. Le gros morceau qu'on attaque, c'est l'enherbement. Pourquoi ça? Parce que du coup, les collègues de la Chambre d'agriculture de la Drôme, il y a quelques années, avaient fait un essai d'engazonnement en parcelle de lavande pour lutter contre l'érosion, et puis ils se sont rendus compte au fur et à mesure des observations que sur la partie enherbée, beaucoup de plantes présentaient. Il y avait beaucoup moins de plantes qui présentaient de symptômes de dépérissement par rapport aux témoins en sol nu. Du coup, avec l'argile, c'est une des voies très prometteuses, on l'espère, pour limiter les dégâts de cette maladie. L'ITEPMA ayant montré en fait dans ses travaux que 80% des adultes de la cicadelle volaient entre 0 et 40 cm de hauteur, les collègues du CRIEPAM ont développé des écrans végétaux. Là, c'est de l'orge de printemps semé entre des rangs de lavande, pour en fait limiter le front de dispersion de la cicadelle dans le champ. Les collègues de la Chambre d'agriculture du Vaucluse travaillent sur une combinaison argile et écrans végétaux. On voit autour des plants de lavandin en fait une petite trace blanche qui est en fait de l'argile. Et pour notre part, on travaille à la fois sur les écrans végétaux, mais aussi sur les enherbements type gazon en fait. Voilà. Et toujours dans une optique de gestion alternative de l'interrant, en fait, soit pour lutter contre les adventices, mais aussi à la fois pour réinjecter de l'azote qui fait souvent défaut dans les systèmes agrobiologiques.
On réfléchit de plus en plus à avoir une couverture permanente du sol, en alternance avec des couverts végétaux et des mulches. Et pour générer ces mulches, en fait, on a fabriqué un outil qui est connu, hein, puisque c'est le Rolofaca qui est très utilisé au Brésil notamment pour le semi-direct. Donc en fait, le but, c'est de coucher le couvert végétal qu'on a semé, de le pincer et d'arrêter la montée de sève pour former un mulch qui va se dessécher tout doucement, quoi. Voilà quelques photos sur de l'avoine de la Vesse et puis de l'orge d'hiver. Donc là, c'est aujourd'hui. On va laisser Sarah nous parler de demain. Vous avez encore 5 minutes. C'est ce qu'il faut, c'est parfait. Donc effectivement, on va parler là après une partie vraiment pratique, on va dire, là une partie un peu plus théorique sur « et demain ». En fait, on s'est posé la question de savoir comment faire pour anticiper le « et demain » qui paraissait au loin sur le virage alternatif de la première diapositive. Donc, quelles sont les modifications à apporter pour anticiper au mieux l'avenir ? Donc, en fait, on a axé les réponses sur 3 points. Le premier, c'est d'avoir une approche plus globale. Parce qu'en fait, si on prend ce schéma, on voit qu'il y a 3 niveaux d'approche différents au niveau des expérimentations. Il y a tout ce qui est travaux sur la plante, donc qui est la bulle la plus petite, avec tout ce qui est itinéraire technique et sélection. On a également un niveau d'approche à la parcelle, avec tout ce qui est prophylaxie, mulch, enherbement. Et puis on a une approche beaucoup plus systémique, une approche système, qui là va comprendre la biodiversité fonctionnelle, l'assolement, la rotation, les variétés. Et donc, avec les travaux que vient de présenter Laurent dans la partie précédente, on voit que finalement, tous ces travaux sont éparpillés un peu partout dans les différentes bulles. Donc, finalement, travailler sur les méthodes alternatives, c'est tendre à avoir une approche système, avoir une approche beaucoup plus globale. Malheureusement, aujourd'hui, nos travaux sont basés beaucoup plus en temps et en moyens sur l'approche à la plante. Et comme les producteurs veulent qu'on travaille sur les méthodes alternatives, il faudra visiblement qu'on ait une approche beaucoup plus globale. Le deuxième point, c'est de travailler ensemble. Alors ça, c'est un schéma qu'on rencontre assez classiquement maintenant dans les colloques qui traitent du sujet et qui oppose 2 approches. Une approche assez classique, plutôt descendante de la recherche vers les agriculteurs, les conseillers et les consommateurs. Et à cette approche s'oppose une nouvelle approche qui s'appelle, je suis désolée, bottom-up, et qui est beaucoup plus participative, qui est beaucoup plus basée sur l'échange et qui permet en fait de profiter des expériences, des connaissances, des idées et des priorités des producteurs, et notamment pour pouvoir réorienter les travaux de recherche en temps et en heure, par exemple sur des contraintes techniques auxquelles, au niveau de la recherche, on n'aurait pas pensé. Voilà, ça, c'est des choses qui sont déjà... là, on voit sur ces images qu'il y a des producteurs qui utilisent déjà des méthodes alternatives. Et comme l'ont dit, comme l'a dit la DABIO dans une campagne, divulguons, partageons, mutualisons nos inventions. Donc, c'est vraiment le but du jeu de faire travailler ensemble les producteurs, les expérimentateurs et les inventeurs. Donc des groupes de travaux thématiques nous permettraient probablement d'avoir cette approche transversale et participative. Le dernier point, c'est de mutualiser les compétences. Donc le but du jeu, c'est d'aller chercher les compétences là où elles sont pour pouvoir réaliser des travaux interfilières, interorganismes et interprofessionnels, et dans le but de monter des projets ensemble. Donc en conclusion, on vous a remis l'image du début avec ce virage alternatif. Et dans la partie « Et demain », je vous ai présenté un peu trois idées, 3 concepts, on va dire, que sont l'approche système, mutualiser les compétences et travailler ensemble. Donc on se rend bien compte que ce sont des grandes idées, surtout puisqu'on se rend compte aussi que ce dont ont besoin les producteurs, c'est de solutions à court terme. Et comme on a parlé Laurent, il y a des situations qui sont très préoccupantes, notamment le dépérissement de la lavande, le mildiou suraromatique. Donc les producteurs ont besoin de solutions à court terme. Donc la question qui se pose, c'est savoir comment concilier ce besoin à court terme et comment anticiper en même temps l'avenir pour pouvoir préparer ce travail sur les méthodes alternatives pour que les producteurs aient des solutions demain.
Donc le problème, c'est qu'on a un manque de recul aujourd'hui et que finalement, on a encore peu de résultats qui sont applicables sur le terrain. Donc ça veut dire que pour pouvoir progresser, il nous faudra des références et des lignes directrices. Alors certes, aujourd'hui, on se pose des questions, mais on n'a quand même finalement pas de réponse toute faite à apporter et pas de réponse concrète. Malgré tout, l'ITEP-MAI commence à travailler quand même sur certains sujets. Le premier outil, la veille méthode alternative, est basé donc sur l'axe mutualiser les compétences, puisque finalement, ça réunit de nombreux instituts. Pour l'approche système et avoir une approche plus globale, finalement, il y a le projet Milarome, alors qui est pour l'instant à l'état de projet, qu'on travaille avec la Rexor, qui n'est pas encore une approche système, mais au moins une approche multifactorielle, puisque ça reprend à la fois de la sélection variétale, des connaissances du pathogène, de la recherche de produits alternatifs. Donc voilà, on est là dans un projet beaucoup plus multifactoriel. Et enfin, sur le dernier volet, à savoir travailler ensemble, il y a quand même des groupes de travail qui sont montés à l'ITEP-MAI à la demande de nos commissions interprofessionnelles de programmation. En 2012, il y a eu un groupe de travail sur la valériane et il est prévu en 2014 d'avoir 3 groupes de travail sur le Cynara, la mélisse et le désherbage. Voilà, donc pour finir, effectivement, on est dans un virage. On pense qu'il y a encore de nombreuses réflexions à mener sur lesquelles nous, on n'a pas forcément de réponse. Je ne sais pas si ça se fait de dire ça, mais voilà. Et donc, on invite la salle à échanger, à mutualiser sur le sujet, à nous donner son avis. Et puis, on est là pour répondre à vos questions et on vous remercie de votre attention. Merci Sarah, merci Laurent. D'abord pour avoir respecté parfaitement les temps. Vous êtes les seuls. D'autre part pour cet exposé qui montre que l'approche sur les méthodes alternatives, c'est quand même assez complexe. C'est des approches à différentes échelles. C'est une panoplie de méthodes. Et vous avez bien illustré en fait les difficultés que tout ça crée au sein d'un organisme technique comme le nôtre pour embrasser le côté intégré, le côté systémique de ces approches-là. Questions donc dans la salle. Nous avons 10 minutes de questions possibles. Bon, moi je vais avoir une question-remarque. Elle est où votre formule? C'était l'équation. C'était dans les notes des auteurs, vous n'avez pas vu? On compte sur toi, vu le programme de PBI engagé, on va en avoir une bientôt, je pense. Ah ouais, voilà. Non, en fait, moi, c'est un petit commentaire. Vous avez... il y a 2 approches quand on travaille un problème. Il y a l'approche, alors ça va peut-être des gros mots, mais réductionniste qu'on appelle, c'est-à-dire on va aller chercher les éléments les plus petits qu'on va étudier et en pensant que l'assemblage de ces petits éléments va expliquer l'ensemble. Et ce qui peut être possible dans certains cas. Et il y a une approche holistique générale qu'on va appeler approche système, où on va d'abord regarder ce qui se passe en général dans le champ, sans avoir un a priori en disant c'est ça ou ça qui fait le problème, et on va descendre ensuite d'échelon en échelon pour détailler, trouver les causes et du coup trouver les moyens de contrôle ou les moyens de résolution. J'aime bien l'approche holistique parce que l'approche très précise et aussi intéressante, mais j'aime bien cette approche holistique parce que souvent quand on va, si on prend par exemple un psyll tout seul dans sa boîte in vitro, là on est vraiment dans du réductionnisme, on a une feuille d'éléments, on met 5 larves de psyll et puis on lâche une larve et puis on compte les larves qui sont mangées. On n'a pas par exemple la toile de Psoc qui va réduire l'efficacité au champ, par exemple. Là on va avoir une interaction que juste les tests in vitro ne peuvent pas voir. Après, la température, le lieu de culture, pareil, va influencer énormément sur tes résultats de labo théoriques, soit en positif, soit en négatif. On va avoir et on va avoir des propriétés différentes à chaque niveau qui vont se rajouter, s'accumuler. On va avoir si on prend un exemple tout simple, vous prenez un individu tout seul dans une salle, vous faites une alarme, il va sortir. Pas de problème. Vous mettez une foule dans une salle, vous faites une alarme, c'est possible? Non? Mince. Vous faites une alarme, il va y avoir un mouvement de foule, peut y avoir des morts, peut y avoir des
il y a une propriété de la foule, de l'ensemble des individus, qui n'existe pas à l'échelle de l'individu. Et tous ces problèmes de méthodes alternatives qu'on a beaucoup de mal à résoudre, qu'on n'arrive pas à comprendre, où on traîne depuis 20 ans dessus, depuis 30 ans, c'est peut-être parce qu'on a une approche plutôt élémentaire. On applique un produit phyto, on applique un produit alternatif, on applique un truc, on regarde ce que ça donne, et qu'on n'a pas l'approche système ou holistique, qui est plutôt qu'est-ce qui se passe à une échelle très très grande, et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en jeu, tous les éléments qui seraient possibles de mettre en jeu pour résoudre ce problème, ou au moins le contrôler. Voilà. A priori, ça a l'air... Vous avez l'air d'avoir pris la voie. C'est un peu l'approche voilà. qu'on développe notamment par rapport au dépérissement de la lavande et du lavandin. On mutualise notamment les compétences de pas mal d'organismes, mais avec cette approche très large pour après rétrécir petit à petit. Mais le chemin est encore long, et par contre, voilà, c'est tout le paradoxe. Les producteurs, eux, ils sont devant la maladie au quotidien, et voilà, ils ont besoin de résultats à court terme. Mais c'est toujours ce paradoxe qu'il faut arriver à équilibrer, tout en gardant quand même l'ouverture derrière de l'approche. Voilà. C'est sûr, c'est ça le plus dur en général. Oui, je voudrais simplement rebondir sur cet aspect-là, parce que là, on a donc des exposés, que ce soit celui d'Alain ou le vôtre, très intéressants sur ces aspects d'approche un peu plus globale, ou avec une méthodologie beaucoup plus construite qu'avant, par rapport aux recettes de cuisine qu'on a eu dans le passé, peut-être tendance à un peu trop développer. Mais alors, qu'en est-il des professionnels ? Parce que justement, eux sont toujours dans cette démarche, je pense, de recettes de cuisine. Et comment est-ce qu'il y a eu des instances de réflexion dans vos instituts qui réfléchissent au message à faire passer maintenant, qui reposera non plus sur la recette de cuisine, mais sur l'observation, d'abord en amont, et ensuite une approche beaucoup plus, peut-être pas systémique, parce qu'en fait pour eux ça va être difficile, mais au moins un peu plus globale de leur culture, et non plus simplement d'un ravageur ou d'une maladie à combattre. Comme l'a montré Sarah, il y a quand même des producteurs qui nous ont pas attendus, et qui eux-mêmes sont vraiment moteurs dans cette démarche. Après, déjà aussi au niveau des conseillers, il faut aussi plaider coupable, il faut des fois se formater soi-même pour réouvrir sa pensée, entre guillemets. Et la démarche, en fait, ça va être de créer des groupes de travail pour réfléchir ensemble, justement. Avant, on créait notre protocole derrière notre bureau pendant l'hiver. En fait, on pensait que c'était à peu près carré, très bien. Maintenant, le but, c'est d'être plus participatif. Et à l'Institut, dès 2014, justement, les groupes de travail dont parlait Sarah, ça va être de mutualiser des professionnels de terrain, donc à la fois les agriculteurs, mais peut-être des coopératives, des choses comme ça, pour réfléchir au protocole, le réajuster, et ça, le faire aussi en fonction des premiers résultats. Et je pense à ça aussi au niveau de méthodes alternatives comme l'enherbement, tout ça. On a aussi besoin de nouveaux matériels. Et ça, c'est vrai que les producteurs, c'est les plus à même de nous parler de matériel et de choses comme ça. Mais je pense qu'il faut aussi nous formater, nous, puis repartir là-dedans. Ouais. Je vais apporter aussi une part de réponse en ce qui nous concerne. C'est vrai que ces méthodes alternatives, les nouvelles méthodes, les plantes de service, je ne sais plus comment vous appelez ça, les cultures qui montent là. Les crans végétaux. Voilà. Tout ça, ça pose un problème pour le transfert chez le producteur, c'est que ce sont des méthodes qui suppriment la cause. Et ce n'est pas des méthodes qui résolvent un problème, c'est-à-dire une pullulation d'insectes ou une maladie. Un producteur, il a tendance, quand il fait sa culture, à mettre en culture, à attendre qu'il y ait un problème et à agir. Très très souvent par un traitement chimique, alternatif, ou traitement, entre guillemets, auxiliaire. On lâche un auxiliaire pour résoudre le problème. Les méthodes qu'on met en place, elles suppriment la cause, donc il n'y a plus de problème. Ce qui fait que la première année, le producteur va le faire, il va être content. La deuxième année, il va le faire, sûrement, il va être content. La troisième année, il se dit, mais voilà, bon, allez, on le fait. La quatrième année, ça fait 3 ans que je le fais, j'ai pas de problème, pourquoi est-ce que je continue ? Et il peut y avoir un arrêt d'utilisation de ces méthodes parce que, entre guillemets, elles marchent trop bien, ou je sais pas, mais on est dans une nouvelle approche du contrôle, on n'est plus dans une résolution de problème, on est dans une suppression des causes. Et ça, je pense que les sociologues, il va falloir qu'ils bossent là-dessus, c'est clair. Il y en a déjà qui bossent, pour justement identifier ces freins et voir comment on peut faire évoluer ces mentalités. Alors la solution qu'on a actuellement, qui est sûrement pas la meilleure, c'est à la fin des travaux, on l'a pas encore fait
très précisément, on devrait le faire cette année pour la première fois, c'est d'écrire un nouvel itinéraire intégrant toutes les techniques alternatives. Et un itinéraire technique, c'est-à-dire à telle date je rempote avec tel substrat, tel jeune plant, je mets tel fertile, j'ai mon calendrier, et sur le calendrier j'intègre la pose des plants de piège, la surveillance de je sais pas quoi, la suppression des plantes fleuries, l'abattage, le passage du rouleau Faca, voilà, etc. Et que ce soit intégré dans un itinéraire à suivre, hein, comme les itinéraires qui existent actuellement pour du poinsettia ou du chrysanthème, sauf que sur ces itinéraires-là, il n'y a pas les traitements phyto. Là, il faudrait qu'on rajoute ces interventions qui doivent être considérées comme des interventions culturelles et pas comme des interventions de protection des plantes. Et je pense que ce sera un des moyens peut-être pour faire passer les techniques plus facilement, que ça devienne un automatisme et pas une réflexion parce que j'ai telle situation. Je voudrais juste rebondir aussi sur la méthode exemptée là, que tu utilises toi. J'étais à un colloque d'Inabio à Tours et il y a du coup un doctorant qui a proposé une méthode justement par rapport aux grandes cultures qui réunissait une quinzaine d'agriculteurs et il leur a dit justement quel est selon vous votre itinéraire technique qui inclut que des méthodes alternatives et vous partez du principe que vous n'avez aucune contrainte de matériel, aucune contrainte de rien du tout. Et il y a vraiment eu des résultats très très intéressants. Sûrement c'était des producteurs très performants et qui étaient déjà très sensibles au sujet. Et petit à petit, après du coup chacun a travaillé individuellement, ils ont tout mutualisé en groupe après. Et là, certains, du coup, ils ont écrit justement, comme tu disais, des itinéraires techniques. Et là, ça va être testé dès cette année sur du blé. Je pense que la méthodologie peut être peut-être réappliquée chez nous aussi. Question d'Yves. On parlait, ouais, juste pour compléter, on parlait, enfin, je me suis permis de dire que c'était des grandes idées et des concepts qu'on avait développés, les trois fameux points, mais effectivement, je pense que c'est quand même important d'intégrer les producteurs dès le début des recherches, des travaux de recherche, à la fois pour qu'ils se sentent impliqués et pour qu'on ait des résultats qui soient réellement applicables chez eux après. Enfin, je pense que voilà, c'est important pour nous qu'ils soient là du début à la fin, quoi. Une dernière question, Yves Lespinasse. Oui, en fait, vous avez souligné quelque chose d'important et d'intéressant, c'est finalement une innovation de type organisationnel, c'est important d'en parler, puisque nous allons effectivement dans la conclusion, dans la discussion tout à l'heure, essayer de classer un peu les innovations qui ont été mises en avant. L'approche bottom-up, donc qui est effectivement une approche très importante, et vous l'avez bien souligné. Est-ce que finalement vous avez défini une méthode générique pour qu'effectivement vous ne partiez pas que de quelques agriculteurs très innovants, peut-être bien que c'est ce que j'ai cru comprendre tout à l'heure. Et est-ce que vous pouvez définir, mieux préciser cette méthode, pas nouvelle, mais qui peut être révolutionnaire dans le milieu des lavandiculteurs, pour que, encore une fois, elle soit une véritable une véritable innovation d'organisation qui permette de solliciter réellement l'ensemble, ou en tout cas les organisations, toutes les organisations de producteurs, pour que votre qualificatif de participatif soit réel. Pour le moment, c'est de la théorie, il ne faut pas s'en cacher, mais il n'y a pas que nous qui développons cette approche bottom-up, ça se développe de plus en plus, là, notamment avec l'agroécologie, qui développe aussi beaucoup cette approche. Mais on y réfléchit, et justement, il faut, je pense, notamment au niveau justement de l'échantillonnage des producteurs, c'est important de ne pas trop se tromper là-dessus, et il faut qu'on prenne plus de recul. C'est une idée qu'on veut développer, mais il faut qu'on y travaille un petit peu plus en profondeur. Et je pense que le COST pourra nous aider aussi, peut-être. Merci. Je vous propose d'arrêter l'après-midi et ces interventions en remerciant encore Sarah et Laurent.